En ce moment, là, nous venons de remporter dans la même période des victoires et participer à des débats qui étaient, en quelque sorte, constituants pour notre pays. Nous avons obtenu pour la deuxième fois la majorité absolue à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de nationalisation d'ArcelorMittal. Après que c'est un événement, évidemment, les importants font comme ça, oui, oh, ça ne veut rien dire, il faut encore que ça passe au Sénat et tout. Oui, 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 c'est ça. Continue à faire comme ça. Un jour, tu n'auras plus Arcelor parce qu'on l'aura pris et vous resterez là à pleurnicher parce que vous êtes drôlement bien payés pour essayer de nous empêcher d'arriver à ce qu'on veut faire. Donc, mesdames, messieurs, Arcelor sera nationalisé sitôt que nous aurons gagné, parce que c'est une bonne opération pour le pays, mais c'est surtout parce qu'on ne fait rien sans acier. Et vous comprenez bien que du jour où on n'aurait plus d'acier, plus les compétences professionnelles, plus les fours pour le faire, et à partir de là, on commande, on passe des commandes et on attend son tour. Parce qu'évidemment, le marché de l'acier, il y a des moments où il est plus ou moins sollicité. Or, nous, on n'a pas le temps d'attendre vu tout ce qu'on a à faire. Donc, nous nationaliserons Arcelor. Et ça ne coûtera rien au pays, faites-moi confiance. Je suis à peu près aussi radin que vous. Donc, moi, dès qu'il y a question de payer, ça me mue mal. Alors, surtout que c'est payer des trucs, c'est les travailleurs qui les ont fait fructifier et enrichir, et c'est encore eux qui doivent payer pour racheter. Enfin, c'est comme ça dans la Constitution. Je donne cet exemple d'Arcelor, mais il y a eu un autre événement qui a, à mon avis, une magnifique portée politique, c'est la commission d'enquête d'Aurélie Trouvé, qui a fait une commission d'enquête parlementaire sur les fonds prédateurs. Alors, moi, je savais, quand on a demandé la première fois à Aurélie si elle voulait être candidate à la députation pour le mouvement Insoumis, elle était la présidente d'Attac. Et comme vous le savez, Attac, c'est une association qui a joué un très grand rôle dans l'histoire de la survie de la gauche au moment où tout coulait, où il n'y avait plus rien, et puis après, en plus, il y avait la suite de l'échec du communisme et de la chute de l'URSS. Bon, franchement, ça brillait pas, quoi. Puis alors là, pouf, on était écrabouillés idéologiquement. Et elle était la présidente d'Attac. Et Attac a été l'organisation qui a permis pendant des mois, et on peut même dire quelques années, de faire la formation de base de millions de jeunes Français, et d'eux qui étaient plus jeunes, mais qui avaient besoin de réapprendre, sur la mutation que le capitalisme était en train de connaître dans le cadre du néolibéralisme. Et cette instruction de base qui nous a été donnée à tous à ce moment-là était extrêmement pertinente, parce que très vite, on avait repéré que la masse financière circulante dans le monde était un multiple de la valeur de la production réelle. Autrement dit, c'était beaucoup d'argent bidon qui ne renvoyait à aucune matérialité de création, de marchandises, de services. Et donc, c'était quelque chose de l'ordre de 4000 fois. Donc, on savait que le capitalisme avait franchi un seuil et que dorénavant, il était gouverné, commandé par cette bulle qui est à la surface de tout, et qui fait des taux de profit de 10, 12, 15%, et qui, ces gens-là, naturellement, attendent la même chose de la production. Or, faire 10 ou 15% sur de la production, ce n'est pas possible. Ou alors, c'est moins que l'esclavage. Je veux dire, il faut que les gens ne mangent rien, ils n'ont pas de paye. Comme ça, c'est fait. Hein. Ou alors, on y arrive par des moyens qui sont des moyens de fraude ou de dépeçage. Et c'est ça que font les fameux fonds de pension. C'est pour ça, quand vous entendez dire que c'est formidable, l'argent de l'étranger continue à privilégier la France, ben, franchement, le privilège, on s'en passerait, parce que les uns, c'est pour blanchir l'argent qu'ils ont fait remonter à l'extérieur pour ne pas payer d'impôts, ils le ramènent en France parce qu'ils ont besoin de le ramener, ils le ramènent en France pour acheter des appartements à Paris, pour faire des placements de cette nature. Et puis les autres, ils viennent pour piller. Et ils le font. Si vous savez comment ça marche, je ne vais pas vous faire le cours ce soir, mais en quelques mots pour que tout le monde puisse s'accrocher à ce dont il est question. Donc vous avez une masse de fric, vous allez voir un autre qui en a encore plus, et vous lui dites, écoutez, moi je veux racheter la crêperie de monsieur là, mais j'ai pas un rond. Alors si vous voulez bien me les prêter, ok, il me passe le fric, je le lui dois. Je viens le voir lui, et je lui dis, t'inquiète pas, vous êtes perdu, mais je vais vous sauver, je vous rachète la crêperie. Je rachète sa crêperie, j'ouvre le tiroir cash, je prends tout ce qu'il y a dedans, je le mets dans ma valoche et je dis « Excusez-moi, je commence à me rembourser, parce que moi, je dois rembourser un prêt. » Ok ? C'est comme ça que ça marche. Là, on parle d'une crêperie, mais c'est dans les grandes entreprises. Jusqu'à présent, c'était dans les grandes entreprises. Ils empruntaient, ils achetaient, ils remboursaient avec les biens de l'entreprise, en vidant toutes les caisses une derrière l'autre. Et quand ils avaient vidé toutes les caisses, ils vendaient ce qui restait, et c'était que du bénéfice, que du profit.
Et les actionnaires de ce type de compagnie touchent du 10 ou du 15%. Donc ils trouvent ça absolument génial. Mais les boîtes sont dépecées, il ne reste plus rien après, parce qu'ils ont tout vendu par morceaux. Pendant toute la période de l'exploitation, ils ruinent les entreprises de la manière suivante. Eh bien alors, l'entreprise doit un loyer. Alors un loyer faramineux qui écrabouille, et ça va dans la caisse de la centrale qui a fait l'achat. Ensuite, il y a le droit d'utiliser la marque, encore, donne des sous. Ensuite, il y a des frais de je ne sais pas quoi. Ils en inventent comme ça, et tout d'un coup, vous voyez des boîtes qui sont absolument saines, qui ne peuvent plus rien faire, et on dit, ah bah ouais, mais d'accord, mais vous êtes en faillite, alors il faudrait savoir. Et puis, vous avez la journaliste de TF1 qui vous dit, ah mais quoi, vous voulez prendre des sous à Total, il ne fait même pas de bénéfice en France. Bah, moi aussi, je sais le faire, hein. Bon, pas de bénéfice en France en gagnant 14 milliards que je distribue à mes actionnaires. Voyez-vous, et Aurélie, c'est la première fois qu'il y a une enquête publique d'une assemblée sur ce type de procédé. Inutile de vous dire qu'ils les avaient à zéro, tous autant qu'ils étaient. Certains n'ont pas voulu venir, d'autres étaient blêmes parce qu'ils s'apercevaient qu'on avait trouvé leur combine. Par exemple, vous savez, en ce moment, c'est l'économie d'armement. Hein, bon, eh bien, il y a 3-4 boîtes comme ça, dont on dit « Ah, c'est formidable, ils vont faire des fusils, des revolvers et même des balles. Hein. » Pas de bol, c'est une entreprise de cette nature qu'ils possèdent, un fonds de pension, tenu par des voyous, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de voyous au mètre carré là-dedans, hein, puisque tout le truc consiste à exploiter ce que font les autres. Ils ne créent rien, ces gens-là, rien. Ils n'inventent rien, ils n'amènent rien, ils prennent. Donc, cette commission d'enquête, elle a un effet formidable, et Aurélie a fait l'autre soir une réunion. Y venaient les syndicats des boîtes qui ont été pillées, mais, surprise, des gens qui jusque-là ne viennent jamais à une réunion où c'est un insoumis qui chante la musique. Hein. Bon, alors qui? Eh bien, il se trouve que les fonds de pension achètent aussi, ces fonds-là, achètent aussi toutes les professions qui sont sous contrat, vous voyez, les cabinets de ceci, cabinets de cela, d'avocats, d'architectes, ils achètent, et vous avez toutes sortes de gens qui étaient assez confortablement installés dans la vie, qui du jour au lendemain sont transformés en esclaves d'une boîte dont ils ne connaissent même pas les dirigeants, et ils doivent évidemment cracher de la valeur. C'est des métiers que d'habitude, l'action de gauche n'atteint pas facilement. On atteint par d'autres sujets, l'intérêt pour l'international, l'antiracisme, le refus du fascisme, parce que c'est pas parce que des gens gagnent bien leur vie qu'ils sont pas de notre côté. Hein. Bon, il y en a quand même, et qui ont aussi une morale, qui ont aussi un cœur, qui ont aussi des enfants, et qui aiment le monde, et qui n'ont pas envie de le voir saccagé. Et puis, enfin, chose encore plus étonnante, et totalement inhabituelle, il y avait là, j'en ai vu au moins, donc je peux garantir ça, un patron, d'une boîte de contrôle, des trucs de contrôle de médicaments. Bon, ça je connais, il y a des patrons, des petits patrons, des patrons moyens insoumis, il y en a. Hein. Et celui-là, eh bien, il est en plus actionnaire. Et le gars, il vient et il dit, mais ces gens-là, ils m'ont ruiné, parce que moi, je possédais des actions de telle et telle boîte, j'en avais, et ils ont liquidé le truc. Voilà. Alors, on s'est retrouvés. Je vous raconte tout ça pour que vous compreniez d'autres aspects de la tactique que nous avons déployée. Comme nous savons que nous devons beaucoup changer de choses dans ce pays, et qu'on n'a jamais dit qu'en 5 ans, on avait le temps de faire un collectivisme absolu qui consisterait à tout nationaliser. Il faut donc que l'on ait une tactique qui nous permette d'atteindre nos objectifs tout en rencontrant le moins d'opposition possible et le plus de soutien possible. C'est-à-dire le plus de gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, un intérêt à ce que notre affaire fonctionne. Car la question centrale du programme insoumis, c'est la planification. Et on leur a dit la règle du jeu. Si vous entrez dans les objectifs de la planification et que vous en acceptez certaines des règles, c'est-à-dire des contreparties qu'on est en droit d'attendre, comme pas de mauvais traitement pour les employés, comme le respect des normes écologiques, etc., en plus des objectifs du plan. Quand je dis des objectifs du plan, je vais prendre des exemples tout bêtes pour qu'on se comprenne, mais vous ne faites pas de machine s'il n'y a pas de boulon. Vous ne faites pas des machines à choper la houle si vous n'avez pas les plaques en acier dont on a besoin. Donc les objectifs du plan, c'est de rendre tout ça possible et de le faire dans des délais qui soient tenus. C'est pas je fais quand j'ai le temps et on verra, M. Mélenchon, vous et l'État, quand vous passez. Non, c'est nous premiers, servis tout de suite. Voilà. Et pour que tout ça fonctionne, il faut que le plan ait quelque chose à proposer et qu'il y ait un inconvénient à ne pas être dedans. Ceux qui ne sont pas dans le plan n'auront pas de subvention. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Ils ont le droit de continuer à faire leur truc. Et ensuite,
il y a les poursuites. Je préfère le dire tout de suite pour créer une ambiance de travail. Tous ceux qui ont participé directement ou indirectement à brader des entreprises d'intérêt national ou qui représentent des pertes irréversibles pour la nation seront tous, un par un, entendus pour voir si leurs activités sont bien conformes à la loi, car le Code pénal prévoit des punitions pour ceux qui ont bradé l'intérêt du pays, qu'il s'agisse d'entreprises, de culture ou d'environnement.